Salut à tous, bienvenue dans le texte. Je suis heureuse de vous retrouver et de recevoir aujourd'hui Grégoire Chamaillou. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors, Grégoire Chamaillou, vous êtes chercheur au CNRS en philosophie et vous publiez aux excellentes éditions de La Fabrique cette théorie du drone. Alors le drone, chacun le sait plus ou moins, c'est donc cet aéronef équipé d'une caméra et d'un missile et piloté à distance par un opérateur qui est donc capable de tuer sans prendre le moindre risque personnel. Et cette position-là, la possibilité du meurtre sans le moindre risque personnel, les frappes de drone en général bouleversent radicalement la morale de la guerre, car il y a une sorte de morale de la guerre à laquelle nous croyons avec plus ou moins de ferveur, à laquelle nous adhérons plus ou moins confusément. Il y a bien une morale de la guerre, laquelle repose sur des prémices philosophiques. Et c'est en philosophe que vous examinez la manière dont les frappes de drone bouleversent totalement la morale, le droit, la philosophie, et même le concept même de guerre. C'est en philosophe que vous examinez ces faits-là, mais pas seulement en philosophe, car ce texte est à la fois un brillant essai philosophique, copieusement documenté, mais c'est aussi une sorte de polyphonie, quelque chose qui a à voir avec la musique, c'est terrible à dire s'agissant de la guerre, une polyphonie dans laquelle résonnent toutes sortes de voix, les voix des philosophes, bien sûr, mais aussi des journalistes, des civils, des insurgés, des victimes des frappes de drones, et puis les voix des militaires, des plus hauts stratèges jusqu'aux opérateurs sur le terrain, si on peut encore appeler terrain, l'endroit où se tiennent les opérateurs de drones, hein, qui sont en général au Nevada, dans une cabine très protégée, tandis que leurs drones survolent l'Afghanistan ou d'autres pays. Et on va démarrer justement avec ces militaires. J'avais envie de commencer avec vous, Grégoire Chamaillou, en lisant ce que vous appelez le prélude de ce texte. Le prélude, c'est donc un fragment de conversation entre un opérateur et un pilote, et puis parfois un coordonnateur, dont les fonctions ne sont pas très clairement distinguées, en tout cas dans le texte. Ils sont donc au Nevada, face à un écran, et sont en mesure de piloter à distance le drone et le missile dont il est porteur. Alors on avait envie de commencer en vous faisant entendre voilà, ce fragment de conversation authentique, restitué au seuil de ce texte. Je commence. Zoom là-dessus, une seconde pour moi. Le troisième, là. Le troisième? Ouais, ils l'ont explosé? Ils l'ont fait, non? Ils l'ont fait, ouais. Non, ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait? Ils l'ont pas fait. Non, ils sont juste là. Ouais, ce truc a bien l'air détruit pourtant, non? Ouais, ils l'ont touché, il y a de la fumée. Ils l'ont touché. Vous, incompréhensible. Ces types sont justes. Une roquette frappe le véhicule central. Oh. Putain de Dieu! 4h22. Identifier positivement les armes, j'en en vois aucune. J'ai un truc qui brille sur celui à droite. Juste. C'est bizarre. Pas la moindre idée de ce qu'ils foutent. Probablement en train de se demander ce qui vient de leur arriver. Il y en a un autre à gauche sur l'écran. Ouais, je les vois. Ils portent des burqas. Ça y ressemble, en tout cas. Mais ils étaient tous positivement identifiés comme hommes, pas de femmes dans le groupe. Ce mec a l'air de porter des bijoux et des trucs comme une fille, mais c'est pas une fille. Si ce type est une fille, c'en est une grosse. 4h32. Un de ces types en haut à gauche est en train de bouger. Ouais, je le vois. Je crois que je l'ai déjà vu bouger tout à l'heure, mais je ne sais pas s'il est en train de bouger ou s'il a des spasmes. Et je crois qu'il a bougé, pas beaucoup, mais... Je ne peux pas les suivre tous les deux. Il y a un type qui s'assoit. L'opérateur s'adressant à un individu au sol. Avec quoi tu joues? Avec son os. 4h33. Oh putain, ouais, vous avez vu le sang juste là, à côté du... Ouais, je l'ai vu tout à l'heure. 4h36. C'en est deux, un type qui soutient l'autre. On dirait On dirait, ouais. le secourisme à la rescousse. J'ai oublié, comment tu traites une blessure à boyau ouvert déjà? Les remets surtout pas à l'intérieur. Tu les emballes dans une serviette. Normalement, ça marche. 4h38. Putain, ils essayent de se rendre, non? Je crois. J'ai l'impression aussi. Ouais, je crois que c'est ce qu'ils font. 4h40. C'est quoi ces deux-là? Ils étaient dans le véhicule du milieu? Des femmes et des enfants. Ça ressemble à un enfant. Ouais, celui qui agite le drapeau. 4h42. Je vais lui dire qu'ils sont en train d'agiter leur... Ouais, là maintenant, je ne serais pas personnellement à l'aise pour tirer sur ces gens. Non. Fin du prélude. Alors, vous pouvez
Racontez comment s'est imposée à vous l'idée de démarrer votre texte par ce fragment-là, de paroles brutes. C'était l'idée qu'il fallait donner, alors donner à voir c'est difficile dans un livre, mais donner à entendre, et entendre ces voix-là justement. C'est un dialogue quasiment insoutenable, et très complexe, Ouais. et qui est déjà un document, alors il vient d'une requête d'un journaliste du Los Angeles Times, qui a fait jouer une loi sur la liberté de l'information. On a pu obtenir le document de la part de l'Air Force. En même temps, vous faites savoir en note de bas de page que ça a été censuré. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est transmis, mais en partie censuré. On se demande un peu, mais sur quoi a porté la censure? S'ils ont laissé passer quand même ça, vous avez une hypothèse sur qu'est-ce qui a fait l'objet d'une censure dans ces transcriptions Franchement, je ne sais pas. Je pense que c'est des informations permettant d'identifier les agents ou les lieux de manière plus précise. Mais c'est assez obscur pour moi. Sur l'identification des opérateurs. Mais ce qui m'intéresse, parce que évidemment, moi je ne suis pas un journaliste, je fais ça en philosophe, c'est de donner à entendre ces voix et de commencer déjà, et je le donne brut, Oui. Un travail d'analyse qui est laissé à la charge du lecteur. Complètement. Et alors, ce texte-là, on pourrait le commenter pendant très très longtemps. Dans l'extrait, on voit plusieurs choses se mettre en place. Cette sorte d'humour macabre, de très très mauvais goût, mais qui respire la connerie la plus brute et la plus décérébrée, et qui en même temps est une manière de mettre à distance la violence dont ils sont les agents. On sent pointer quelque chose de manière très fugace, comme un remords, mais qui est mis tout de suite à distance. On entend aussi l'islamophobie et en même temps la fascination pour l'islam. Oui, pas dans l'extrait qu'on a lu, ouais. Mais enfin oui, il est juste question des burqas, mais il y a avant ce qu'on a lu un moment sur ils sont en train de prier, mais qu'est-ce qu'ils sont toujours à être en train de prier. Et en même temps, un autre dit c'est ça leur force. Ouais. Donc, il y a un rapport très ambigu de fascination, de détestation. Bon, et donc c'est un texte qui permet de donner une image complexe de ce qui se passe dans leur tête, et ça parler des discours, et puis aussi qui permet tout de suite de voir que, on y reviendra sans doute dans la discussion, mais que tout le discours qui est recyclé aujourd'hui, un discours qu'on connaît bien sur les frappes chirurgicales, ouais. Qui a été mis en circulation au moment de la première guerre du Golfe, c'est un discours factice. Là, vous avez une équipe de plusieurs pères dieux qui ont suivi qui ont fait une filature à distance d'une voiture pleine d'individus. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit des silhouettes, on tire et on tue des femmes et des enfants. Oui, ils ne découvrent qu'après qu'en fait c'est des femmes et des enfants, alors qu'ils sont censés avoir identifié des hommes et des armes. Finalement, c'est des femmes avec des bijoux, quoi. Oui, et par contre, ils avaient identifié des adolescents. Et un d'entre eux, dans le dialogue, dit « un adolescent, ça peut se battre ouais. ». Et c'est le concept de homme en âge de combattre. Et les règles d'engagement, on l'a appris par la presse américaine, pour les frappes de drones, à ce moment-là, étaient que l'on pouvait cibler toute silhouette masculine en âge de combattre, qui était par défaut conçue comme un combattant. Donc, oui, vraiment par défaut. Alors en plus, le fait de réduire ça à la jante masculine, enfin pardon, mais on peut très bien concevoir des femmes combattants. Enfin, la notion de combattant et d'essayer de s'inventer des critères pour décider qui est combattant, donc considérer que c'est un adolescent, d'accord, mais un adolescent de sexe mâle, forcément masculin, alors que les femmes sont amenées éventuellement à prendre des armes aussi. On voit bien qu'il y a une absurdité dans la définition des critères. Oui, et c'est une absurdité qui est liée précisément à cette arme-là. Hein. Parce que vous avez un principe qui est un principe angulaire, fondateur du droit international humanitaire, c'est-à-dire le droit qui s'applique aux conflits armés. Et ce principe, c'est ce qu'on appelle le principe de distinction, qui impose aux belligérants de ne cibler directement, et le directement est important, hein, de ne cibler directement que des combattants. Bon. Le problème, dans ce cas-là, il est évident. Comment est-ce qu'on peut faire la distinction entre un non-combattant et un combattant sans combat, ouais. Hein, sachant que cette arme, parce qu'elle est dans le ciel, parce qu'elle se substitue à des troupes au sol, neutralise, annule le combat. C'est-à-dire la possibilité même d'opérer la distinction entre un combattant et un non-combattant. Donc là, c'est une crise principielle. D'où, du coup, évidemment, une réinterprétation de ce que c'est qu'un combattant, avec ce que j'appelle une probabilisation du statut de combattant. On n'est plus dans le constat,
C'est-à-dire, dans un conflit classique, quand il y a un engagement au sol et un affrontement, quelqu'un prend une arme et vous vise, c'est de facto un combattant et ça peut se voir et se constater. On passe d'une épistémologie du constat à une épistémologie du soupçon. Ouais. On probabilise le statut du combattant. C'est du procès d'intention, en quelque sorte. Du procès d'intention qui a des conséquences létales immédiates. Et on éviscère cette catégorie juridique pour faire rentrer dans les cibles légitimes les militants présumés, qu'ils soient ou non identifiés comme étant membres de la branche armée d'une organisation. Oui, alors là, vous faites entendre ce qu'il peut y avoir de particulièrement violent, voire barbare dans cette conception-là de la guerre. Et pourtant, cette manière de faire la guerre est revendiquée par ceux qui la défendent comme la manière la plus humaine de faire la guerre. Hein. Vous faites apparaître dans d'innombrables citations, dont celle-ci, il y a une guerre en cours et les drones sont la façon la plus raffinée, la plus précise et la plus humaine de la mener. Alors il y a un paradoxe assez spectaculaire dans le fait de qualifier d'humaine une technique de guerre qui consiste à retirer l'humanité du drone, puisque le principe du drone, c'est évidemment que c'est un aéronef sans corps embarqué. Il n'y a plus d'humanité à l'intérieur de cette machine. Et donc on sent que oui, les stratèges du drone ne sont pas avares de paradoxes dans leur manière de légitimer leur action. La violence, elle est bavarde. Ça, oui. Elle a besoin de justification, de légitimation. Elle doit expliquer pourquoi est-ce qu'elle a raison de faire ce qu'elle fait contre les évidences. Oui, mais elle est bavarde. Alors c'est étonnant parce qu'on appelle pourtant l'armée la grande muette. Et j'avoue que je n'avais jamais entendu autant de paroles de militaires. C'est fou comme la grande muette est bavarde, effectivement. On n'en finit pas de produire le discours censé justifier, légitimer son action. Je me demandais, mais ces textes-là, cette prose militaire que vous faites figurer dans votre ouvrage, elle est facile d'accès? Parce que je l'entends jamais, moi, ce discours militaire. Il faut aller le chercher dans des publications très spécialisées ou bien au fond, c'est partout autour de nous, dans la presse généraliste, simplement on n'y est pas attentif? Vous avez l'impression d'être allé chercher une parole qui se cache? Il n'y a aucun scoop dans le livre. Non, c'est une parole très publique. Vous avez des interviews de militaires dans la presse américaine, mais surtout, et c'est pour ça que c'est un livre de philosophie, il y a une telle crise, en fait, des catégories ordinaires, traditionnelles de légitimation de la violence armée, qu'aujourd'hui, aux États-Unis, on recrute des philosophes, ce qu'on appelle des spécialistes d'éthique militaire appliquée, dans des académies militaires. Pourquoi? Parce que l'institution militaire a conscience que, étant donné l'ampleur des mutations en cours, la philosophie et la philosophie morale, c'est-à-dire les armes discursives qui permettent de justifier ce qu'on fait, occupent une place stratégique dans leur dispositif. Il s'agit, de leur point de vue, d'abaisser ce qu'on appelle les coûts réputationnels liés à l'usage d'une arme. Et il y a des philosophes qui participent aujourd'hui à l'effort de guerre et des discours philosophiques qui font partie de l'arsenal militaire et que j'essaye de réfuter. Alors vous avez donné des exemples. Et c'est vrai que quand on lit ça, vraiment c'est la surprise, la stupéfaction qui domine d'abord. Enfin, en reprenant les points, une arme très humaine. Le drone, c'est une arme sans être humain à son bord. En anglais, c'est unmanned. Désommé, traduisez. Et même dévirilisé, on pourrait le traduire comme ça. Ouais. Et pourtant, on nous dit que c'est la façon la plus humaine de faire la guerre. Mais on ne dit pas seulement ça. On dit, et je le cite dans le livre, ils écrivent ça noir sur blanc, je veux dire, c'est vraiment ça, que le drone est un progrès majeur dans la technologie humanitaire. Enfin, humanitaire, oui, c'est l'adjectif qu'ils emploient. Si vous définissez l'humanitaire de manière standard comme l'impératif de prendre soin des vies humaines en détresse, en quoi est-ce qu'un instrument de mort, est-ce qu'une arme peut-elle être qualifiée d'humanitaire? Alors je pose la question, j'essaie de trouver des réponses, de rendre compte de ce paradoxe apparent. Alors quelles sont les réponses? La première, c'est de dire les drones, c'est humanitaire parce que ça sauve des vies. Mais quand ils disent ça, ils ne veulent pas dire qu'on pourrait utiliser des drones pour apporter des vivres et des médicaments dans des zones dévastées. C'est pas ça qu'ils veulent dire. Ils disent les drones, ça sauve des vies. Lesquelles? D'abord les nôtres. Ah oui, c'est ça. D'abord les nôtres, on n'exposera plus les vies militaires nationales. Autrement dit, le drone, c'est un instrument qui permet de mettre en œuvre quelque chose qui apparaît dans l'histoire du droit de la guerre comme une invention inouïe,
c'est le principe d'immunité du combattant national. Or ça, c'est en rupture complète, parce que, un petit rappel, mais dans le droit de la guerre, le principe fondateur en la matière, c'est l'immunité des non-combattants, des civils, et quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur langue et leur couleur de peau, les civils doivent être préservés parce qu'ils ne sont pas en situation de se défendre ou de participer aux hostilités. Là, on invente un nouveau principe, sui generis, qui est fait pour l'occasion, hein, qui est l'immunité du combattant national. On affirme que les vies des nôtres, entre guillemets. Oui, c'est ça, c'est qu'il faut réintroduire nous et eux. Le système pseudo-philosophique mis en place pour justifier les frappes de drones ne repose que sur une distinction entre deux catégories d'humanité. Ça n'est plus la distinction les combattants et les civils, où jusqu'à présent on mettait en péril la vie des combattants et c'est le jeu de la guerre et c'est la morale de la guerre. Maintenant la distinction n'est plus combattants versus civils, mais nous, la guerre juste, et eux, chez qui le nombre de victimes est négligeable parce que eux, ce eux-là, tous, civils, combattants, on ne sait pas, sont considérés comme, même si ça n'est jamais formulé avec autant de netteté, au fond, une espèce inférieure. Enfin, il y a quelque chose, on retrouve un peu l'indigénat, l'idée que les autochtones ont la valeur de leur existence compte moins que celle du combattant. C'est fou, on est en train de réintroduire de la hiérarchie dans l'espèce humaine. Oui, nos vies sont absolument sacrées, et les leurs sont absolument sacrifiables. Et on peut effectivement interpréter ça comme une rupture radicale dans l'égalité ontologique de la considération des vies humaines. Donc ça, c'est le premier point. C'est humanitaire parce que ça sauve nos vies. Bon. Les nôtres. Les nôtres. Et ils ajoutent quelque chose. Ils disent, mais ça sauve les leurs aussi. Bon, là, on continue d'ouvrir de grands yeux quand on lit ces trucs-là, et d'être aussi pas mal en colère. Hein. Alors, ça sauve leur vie. Pourquoi et de quelle manière? Là, on recycle le discours des frappes chirurgicales. On nous dit le drone, c'est une arme très précise. Alors, on a vu quel genre de précision dans l'extrait qui a été lu en ouverture. Ouais. Hein. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de précision. En tout cas, la restitution optique est nulle. Elle est nulle. Et dans le livre, je fais une réfutation point par point de tous les sophismes et de toutes les confusions qui rendent ce discours possible. Hein. On nous dit c'est une arme très précise, par exemple, comparée au bombardement de la Seconde Guerre mondiale, au bombardement incendiaire de Dresde, par exemple. Ouais. Mais pourquoi pas d'Hiroshima, tant qu'on y est. Ouais. Si on prend ça comme standard de comparaison, je ne vois pas quelle arme peut passer le texte sans succès. Ouais. Bon, et là, il y a une confusion, en fait. C'est la première des confusions. Le premier des sophismes, c'est que, vous voyez, on nous dit c'est plus précis, cette arme aérienne qui vole, que les armes aériennes du passé. On se dit, bon oui, c'est plausible. Mais c'est pas ça la bonne comparaison. La bonne comparaison, c'est cette arme par rapport à une arme qui aurait pu être utilisée à la place pour la même fonction tactique. Lorsqu'il s'agit d'aller exécuter Ben Laden, le choix a été fait d'envoyer des commandos, par exemple. Oui. Et donc la précision doit se mesurer à cette aune-là. Le choix, c'est commando, enfin troupe au sol et drone, pas drone ou bombardement mais d'ailleurs, s'agissant de la précision, j'avoue que je ne comprends pas un truc autour du drone qui est censé être une frappe très individualisée, hein, qui revendique la précision du ciblage et du tir. C'est pourquoi il s'équipe d'un missile avec une zone létale de 15 mètres, si j'ai bien compris, quand ça frappe, ça fait en gros un périmètre de mort de 15 mètres, puisque c'est censé viser un individu, il s'agit d'abattre un présumé terroriste. Donc pourquoi ils ne mettent pas sur un drone, je ne sais pas, juste une balle une balle comme dans une Kalachnikov, juste une balle, pas un missile avec 15 mètres de dégâts autour. Ils argumentent ça? Ils le feront peut-être. Hein. Il y a des projets de miniaturisation de ce qu'on appelle les nanodrones. C'est l'avenir radieux qui nous attend. Mais là, vous avez raison de pointer la deuxième confusion. C'est-à-dire, si on décortique, hein, c'est important de décortiquer l'argumentaire en face. Bon. On dit c'est très précis. C'est très précis, mais dans précision, en fait, on mélange deux notions très différentes. La première, c'est l'acuité du tir. Un missile avec guidage laser, bon, on peut admettre, mettons, que ça touche précisément le point d'impact qui lui est assigné. Mais ça ne dit rien sur, effectivement, le rayon, ce qu'on appelle le kill radius, c'est-à-dire le rayon létal ou le rayon de blessure de l'arme. C'est ça, rayon létal. Et effectivement, entre une balle ou un missile anti-char qui blesse tout le monde, tout être vivant à un rayon de 20 mètres et qui tue tout être vivant dans un rayon de 15, on ne peut pas dire que ce soit
Mais du coup, ça démontre complètement l'argumentaire qu'ils mettent en avant, de soi-disant abattre le présumé terroriste avant qu'il ait eu le temps de nuire. Il ne s'agit pas juste d'abattre un présumé terroriste, sinon il ne prendrait pas un missile avec 15 mètres de zone de dégâts. Ça me paraît, ça révèle quand même que l'intention est autre que celle qui est revendiquée. Oui, et puis il y a la dernière confusion, qui est la plus importante à mon avis, c'est qu'on nous dit, grâce à cette arme très précise, nous sommes capables justement de respecter le principe de distinction dont je vous parlais tout à l'heure. Cette arme très précise. Entre combattants et non-combattants, c'est ça? Non-combattants. Et vous trouvez ça dans les discours officiels, mais aussi dans les textes de philosophes partisans du drone, et c'est répété à longueur de page dans la presse, dans les articles académiques, dans les discours, sans jamais être remis en question. Alors ça, j'essaye de le passer à la moulinette critique. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que grâce à un procédé qui vous permet de dézinguer, admettons, précisément qui vous voulez, vous êtes mieux capable de cibler. Attention, c'est pas la même chose. Hein, de pouvoir viser et atteindre un point au sol que vous avez fixé ne dit rien sur votre capacité à reconnaître ou pas. À identifier préalablement qu'il s'agit bien de... la cible est bonne. Oui. C'est un petit peu comme si on disait que, mettons, un autre instrument de mort, la guillotine, parce qu'elle sépare, il est vrai, de façon extrêmement précise, la tête du tronc, permettrait par ce même moyen de faire la distinction entre le coupable et l'innocent. On voit tout de suite le sophisme. On nous dit ce genre de choses. Ouais. Et on ajoute, parce qu'il y a des caméras. Parce qu'il y a des caméras, donc on peut voir, on peut mieux voir. Bon. Ouais. Et le problème, et c'est une contradiction structurelle. Sur le mieux voir, il faudrait en plus s'attarder, parce que vous faites apparaître dans votre bouquin que ce qu'on voit, d'abord pas très bien, on le voit dans l'extrait qu'on a lu, on voit pas très bien, c'est difficile d'identifier un combattant avec une arme, d'une femme en burqa et avec des bijoux, mais en plus il y a ce que vous appelez la latence du signal, c'est-à-dire qu'en réalité, entre le moment où il se passe quelque chose sur le terrain en Afghanistan ou au Yémen, au Pakistan, et le moment où ça apparaît sur le retour moniteur, le contrôle, en fait il y a la latence du signal. Donc, en fait, ce qu'on voit sur l'écran, c'est 2 fois un fantôme. C'est une image virtuelle et en plus, c'est ce qu'il était il y a 1 seconde. C'est là où il était il y a 1 seconde. Donc, quand l'opérateur décide d'envoyer sa frappe, en fait, il frappe à un endroit où, possiblement, le petit gars qui court n'est déjà plus, d'autant qu'apparemment, ils ont mis en place des stratégies, les ciblés, les victimes, qui consistent à, s'il y a un drone, il faut courir en zigzag, comme ça, on évite l'anticipation. Ce que ça fait apparaître tout ça, là, j'ai l'air de m'amuser, c'est la dimension incroyablement fantomatique de cette guerre. Tout est fantomisé dans cette guerre. C'est-à-dire que la victime potentielle sur l'écran, elle est 2 fois fantôme, silhouette virtuelle, et déjà plus à l'endroit où on prétend la frapper. Le combattant est fantomisé, il n'y a plus de combattants dans l'aéronef. C'est toute la guerre qui devient fantomatique et je dirais insaisissable. Moi, j'ai l'impression, je la dénonce comme fantomatique, cette guerre, parce qu'elle me passe totalement au-dessus de la conscience, si je puis dire, précisément parce qu'elle est fantomisée de toutes parts, qu'il n'y a pas de combat au sol, il n'y a pas d'image. Personne n'a conscience qu'elle se déroule au-dessus de nos têtes. Au-dessus de nos têtes, oui, d'ailleurs au-dessus de nos têtes, puisque les drones font des violations de l'espace aérien, si j'ai bien compris, ils traversent partout. Et donc cette guerre, elle est fantomisée au point qu'elle disparaît même de nos consciences. Moi, j'ai l'impression qu'on n'est pas au courant qu'il y a une frappe tous les 4 jours au Pakistan. Vous avez le sentiment, vous, que la médiatisation est à la hauteur de la réalité ? La médiatisation de la guerre des drones? Non, mais je ferai une différence, parce que la question que vous posez, c'est la question de la perception. Ouais. Est-ce qu'on perçoit cette violence-là? Et la thèse que vous donnez, je la partage, c'est-à-dire dans les sociétés occidentales telles que la société américaine, qui sont en état de guerre, il y a une forme d'invisibilisation de la violence commise. Bon, ouais. même si on pourrait y revenir, mais il y a un débat extrêmement fort aux États-Unis, à la différence de la France. Oui, en France, on n'a pas de débat, mais parce qu'on vient juste d'acquérir les drones, c'est ça? J'ai l'impression que tout ce débat philosophique que vous nous livrez ici, en France, il n'existe pas. Il n'existe pas pour l'instant. C'est ça, d'accord. Mais il y a une dissymétrie, c'est-à-dire que si vous prenez la description de ce qui se passe, en revanche, dans une province telle que le Waziristan au Pakistan, et la situation a été documentée par un rapport américain qui s'appelle, par des ONG américaines et des juristes qui sont enquêtés sur place, un rapport qui s'appelle « Vivre sous les drones ». Oui. Là, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire, les populations entendent un bourdonnement constant, des frappes régulières, dans certains villages, c'est à répétition.
il voit très bien que les personnes touchées, elles le sont de manière en pratique indiscriminée. Et l'image qu'on a, c'est une image de terreur et de terreur générale. Enfin, je cite un psychiatre pakistanais dans le livre qui rapporte, enfin, c'est des états Ça rend fou. Ça rend fou. Ça rend littéralement fou. Oui, enfin, il faut s'imaginer qu'est-ce que ça peut être de vivre avec des miradors armés au-dessus de ses têtes en permanence. Et ça, par ailleurs, les stratèges américains, ils l'ont théorisé. Je cite aussi des textes. Ah oui, je veux dire théoriser. Le fait de rendre fou, ça fait partie du projet ? Charles Dunlap, qui est un des stratèges de l'Air Force et qui est aujourd'hui un des partisans de la guerre contre-insurrectionnelle par les airs, dit cette arme, elle a un avantage tactique décisif. Avantage tactique décisif parce que ça permet de terroriser l'ennemi. Il appelle ça la dislocation psychologique, c'est ça, hein, ça produit c'est l'opportunité de disloquer la psychologie des insurgés. Oui. Voilà comment il dit ça, disloquer la psychologie des insurgés. Des insurgés et de tous ceux qui sont à côté de toute une population, de manière indiscriminée. Pourquoi? C'est très simple. L'idée, c'est des bombes qui tombent du ciel, vous ne pouvez pas les combattre. Ça prive l'ennemi de combat, ça prive l'ennemi d'ennemi, ça retourne, mais de manière radicale, radicalisée, contre des mouvements de partisans de guérilla, un principe qui était le principe de l'esquive ou de l'escamotage. Et c'est théorisé par ces stratèges-là très explicitement comme une arme de terrorisation. C'est l'arme du terrorisme d'État, avec des débats internes à l'appareil militaire américain. Vous avez aujourd'hui un conflit entre deux branches en fait de la stratégie contre-insurrectionnelle. D'un côté, ce premier courant, la contre-insurrection par les airs ou aérocentrée, et de l'autre, des théoriciens plus traditionnels de la guerre contre-insurrectionnelle qui ont lu d'ailleurs des théoriciens français comme Galloula et qui ont été inspirés, c'est paradoxal, mais indirectement par une conception marxiste révolutionnaire de ce que c'est qu'une insurrection et des coordonnées principales qui permettent de remporter le combat. Et pour ces gens-là, l'idée centrale, c'est une guerre contre-insurrectionnelle, ça se gagne, formule consacrée, en ralliant à soi les cœurs et les esprits. Les cœurs et les esprits d'une population. C'est-à-dire que ça se joue sur le terrain politique. Il faut produire du discours et de l'argumentation pour gagner les cœurs et les esprits. Et il faut être sur le terrain. Et donc l'objection qu'ils font à l'autre courant, c'est de dire une guerre menée du ciel par une arme qui apparaît comme lâche, qui apparaît comme odieuse, dans les régions où elle frappe, mais aussi parce qu'on est dans un âge médiatique, auprès d'une opinion publique transnationale, y compris à l'intérieur même des pays occidentaux. Cette stratégie-là, qui remplace en réalité une vision politique des choses par un gadget technologique, elle va entraîner des retours de bâton. En réalité, il y a une stratégie d'éradication indéfinie qui reproduit par ses effets négatifs la menace qu'elle est censée éradiquer. Ça, vous montrez qu'en fait, ça refabrique l'hydre dont on prétend décapiter toujours les extrémités. En fait, on les régénère à chaque fois par la violence qu'on exerce sur elles. Ça fabrique de la haine. Et ce qui est très intéressant, c'est la réponse que font donc les partisans de la contre-insurrection par les airs. En bref, c'est whatever. Oh, on s'en fout, oui, bien sûr. Allons-y, tant pis, on va décapiter les têtes à mesure qu'elles repousseront, puisque l'arme ne nous fait courir aucun risque personnel. On s'en fout de générer en gros de l'insurgé au kilomètre, si je puis dire, puisqu'on va on va les décapiter. Et ceci avec une mutation qui est permise par cette arme-là, parce que ça c'est Eyal Weizman, qui est un architecte israélien qui le montre. Il y a une tendance à passer d'une stratégie d'occupation à une stratégie de contrôle par les airs. Donc, d'un mode vertical d'exercice du pouvoir impérial à un mode vertical. Et c'est ça qui se passe. Et à partir du moment où on contrôle un territoire par les airs, alors on peut avoir cette politique de terreur et d'éradication indéfinie. Et on nous promet une guerre sans défaite. C'est peut-être vrai, mais ce sera aussi une guerre sans victoire. Oui, elle est ingagnable, cette guerre-là. Alors, juste un dernier point là-dessus. Avec quelque chose qui devrait inquiéter les civils, les opinions publiques, des gouvernements qui mènent de telles politiques, c'est un phénomène mécanique. À partir du moment où les vies militaires sont tellement protégées qu'elles deviennent totalement inaccessibles,
les représailles, parce qu'il y en aura, oui. elles tendront à se déplacer mécaniquement vers des vies plus accessibles et plus vulnérables, c'est-à-dire des vies civiles. Absolument. Et justement, quand on vous lit, on tombe sous cette évidence que la seule réponse aux drones, pour les populations qui en sont victimes, c'est évidemment le geste terroriste sur le territoire d'où est parti le drone. La seule réponse possible, puisque les civils sont touchés par le drone, la seule manière de répondre violence contre violence, à égalité de férocité, c'est d'aller foutre des bombes à Boston ou à New York. Et j'ai jamais aussi bien perçu la légitimité, c'est terrible à dire, hein, la légitimité du geste terroriste, les grands méchants talibans qu'on nous présente comme le monstre, l'incarnation du mal et de l'aberration absolue. Je découvre qu'au fond, si on l'inscrit dans le rapport à la frappe de drone, c'est la seule réponse adéquate. Mais vous n'allez pas jusqu'à, bien sûr, cette légitimation du geste terroriste. Alors que vous revendiquez votre texte comme un texte polémique. Hein. Dans votre introduction, vous dites « La philosophie est plus que jamais un champ de bataille. Il faut entrer dans la mêlée. Mon propos est ouvertement polémique. Au-delà de ses éventuels apports analytiques, l'objectif de ce livre est de fournir à celles et à ceux qui voudront s'opposer à la politique dont le drone est l'instrument, des outils discursifs pour le faire. » Et donc, vous filez des outils discursifs, en fait, essentiellement toutes les paroles produites sur le drone, mais souvent, vous laissez la critique se faire. Je trouve que c'est rare que vous formuliez vous-même les jugements les plus critiques sur les drones. Vous laissez cette parole à d'autres. C'est une stratégie de votre part? C'est parce qu'en tant que philosophe, il ne faut pas trop engager sa subjectivité critique? Je vais vous répondre, mais je dois faire une remarque sur ce qui précède. Hein. Oui. Aujourd'hui, au Pakistan, vous avez des mouvements qui passent par des mobilisations citoyennes, des manifestations qui sont de la politique. Hein. Parce que moi, je ne souscrirais pas du tout à l'idée que la représaille terroriste serait la seule réponse possible et la seule réponse adéquate aux frappes de drones. Et juste pointer, parce que c'est très important, hein, sinon on tombe dans un binarisme qui est intenable, hein, de rappeler qu'au Pakistan aujourd'hui, la contestation des frappes de drones américains passe de façon massive par des mobilisations citoyennes, des manifestations, des programmes politiques et des luttes électorales, et aussi, et ça c'est très important... Qu'est-ce qu'ils peuvent, enfin pardon, mais alors donc là au Pakistan, entre Pakistanais, ils protestent très très fort en organisant des discours, des argumentaires, etc. Mais enfin, quelle incidence ça a sur la politique américaine? Avec un deuxième point important, c'est il y a une organisation anti-drone américaine, féministe, qui s'appelle Code Pink, qui est dirigée par Medea Benjamin. C'est elle qui a interrompu le discours d'Obama, c'est elle qui a interrompu le discours de Brennan. Et ces militantes sont allées au Pakistan rencontrer les familles de victimes, leurs avocats, parce qu'il y a des procédures judiciaires en cours, procédures judiciaires qui ont visé le responsable local de la CIA, qui a dû prendre le premier avion pour éviter d'être éventuellement traduit devant les tribunaux. Il y a une lutte politique, et une lutte politique qui peut se faire sur des bases aussi de solidarité internationale. Et heureusement pour nous, l'enfer du face-à-face du drone et de l'attentat terroriste, ce n'est pas le seul avenir possible. Et ça veut dire qu'on a aussi, ici, au moment même où en France, vous l'avez rappelé, le ministre Le Drian annonce que la France va acquérir des drones Reaper, c'est-à-dire des drones chasseurs-tueurs, on nous dit américains, non armés pour l'instant, mais on comprend entre les lignes que c'est pour accélérer la procédure d'exportation. Au moment où le tournant des drones chasseurs-tueurs est en train d'être pris en France, on a une responsabilité de mettre en circulation les discours critiques et de s'opposer à cette politique. Et là, je reviens à votre question. Effectivement, le propos de ce livre-là, c'est un livre de philosophie, mais c'est aussi tirer le bilan politique et conceptuel de 10 ans d'usage de cette arme aux États-Unis pour servir ici. Parce qu'on est au début d'un cycle, et si on n'empêche pas son développement est connu. La séquence, elle est très claire. Hein. Aujourd'hui, on achète des drones de surveillance et d'observation, c'est-à-dire des drones chasseurs-tueurs non armés. Et ça, en gros, historiquement, c'est la situation du Kosovo. Hein. On avait des drones prédateurs, mais qui n'avaient pas encore de missiles. La deuxième phase dans cette séquence, c'est armer les drones de surveillance et les utiliser en appui de troupes au sol. C'est en gros l'Afghanistan.
La troisième étape, c'est le drone chasseur-tueur autonome. On enlève les troupes au sol. On enlève les troupes au sol. Et c'est ce qui se passe au Pakistan. Et c'est la situation dont on a parlé là, dans les premières minutes de l'entretien. Et quelle est la quatrième étape? Et là, on est à 15-20 ans. C'est la robotique létale autonome. Et les projets sont dans les cartons. Les ingénieurs travaillent là-dessus. Les philosophes, ce qu'on appelle les roboéthiciens, sont déjà en train de forger les discours. Et c'est des machines qui prennent la décision de tuer des hommes de manière autonome. Il n'y a plus personne dans la boucle. Ouais. Et plus d'humanité du tout dans la boucle, oui, c'est ça. Et aujourd'hui, il y a une campagne internationale qui est encore petite, mais qui demande l'interdiction de la robotique létale autonome. C'est-à-dire, plutôt que de réagir a posteriori, forçons les gouvernements à prendre position aujourd'hui pour interdire la robotique létale autonome et les robots tueurs. Ouais. Mais alors, ce que je ne comprends pas, c'est que oui, on a un combat philosophique, un combat politique, mais comment ça se fait que ça ne se passe pas sur le terrain juridique? Parce que quand même, il y a apparemment un droit international de la guerre, il y a quand même donc des juridictions qui peuvent être saisies. Il n'y a pas un tribunal qui pourrait être saisi pour dénoncer le fait que les drones sont en violation complète du droit de la guerre, notamment il y a une violation de l'espace aérien, il y a une violation dans la question de la distinction entre combattants et non-combattants, puisque les frappes ne peuvent pas réellement distinguer des combattants sur une zone où il n'y a plus de combat, au sol. Donc, dans votre livre, on voit plein d'arguments qui sont juridiques. Comment se fait-il qu'aucune action juridique ne soit entreprise? Si, détrompez-vous, il y a des... Alors, de manière générale, je pense que les combats politiques ne peuvent pas se réduire à des questions juridiques, mais je crois aussi que dans la situation actuelle, le droit fait partie de la guerre, c'est ce qu'on appelle le lawfare, par analogie avec warfare. Hein. C'est-à-dire que les États qui utilisent ces armes-là mobilisent des armadas, des escouades de juristes pour réinterpréter et transformer le droit. Donc il y a des luttes intenses sur le plan du droit, et des luttes qui passent donc par des procédures judiciaires, par exemple aux États-Unis pour obtenir ce qu'on appelle les mémorandums, les mémos secrets dont on nous dit qu'ils encadrent les frappes de drones, mais comme ils sont secrets, personne ne les a. Bon, donc il y a des batailles juridiques avec des procès qui sont intentés, etc. Et il y a surtout tout un travail d'interprétation des catégories du droit. Alors, je donne plusieurs exemples, mais il y en a un qui est très important. C'est un débat qui a l'air assez abstrait de prime abord, mais qui est vraiment central. Un débat qui concerne la définition de ce qu'on appelle la zone de conflit armé. Alors, traditionnellement, et là c'est des tautologies, mais une zone de conflit armé, c'est une zone. C'est délimité géographiquement, oui. Ça a un dedans, un dehors. Ouais. Bon, autrement dit, dans la lecture traditionnelle du droit de la guerre, on a ce qu'on appelle une ontologie implicite. Ontologie implicite, ça veut dire que les catégories qui sont présupposées par le texte juridique, c'est que la zone de conflit armé est une région délimitée de l'espace. Et ça, c'est très important, parce que ça veut dire qu'on a le droit de se comporter en guerrier seulement là où il y a la guerre, seulement dans cet espace délimité. Et la visée du droit, tel qu'il s'est mis en place dans la seconde partie du XXe siècle, c'était évidemment de circonscrire l'espace de la violence. Bon. Ça, c'est classique. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, avec le drone, mais surtout avec la stratégie, la doctrine stratégique dont il est l'instrument. Il y a une tentative de redéfinition et de réinterprétation du sens même de ce que c'est qu'une zone de conflit armé. Alors, quelle est cette stratégie? C'est la stratégie de la chasse à l'homme. Alors, ils l'appellent comme ça. Oui, alors justement, le mot semble très violent et on n'arrive pas à savoir dans quelle mesure chasse à l'homme, ils appellent ça chasse à l'homme ou chasse à l'homme préventive, c'est une expression dont ils assument, enfin, qu'elle soit employée officiellement pour parler de la stratégie des drones. C'est pas, enfin, ça peut s'assumer de manière très officielle qu'on pratique la chasse à l'homme préventive. Oui. Vous trouviez ça... C'est pas une parole critique, donc. Non, pas du tout. Vous trouviez ça dans les discours de Bush, et au moment... Oui, mais Bush, oui. Je veux dire, Bush, on a tous identifié Bush un peu comme un homme un peu limité intellectuellement, capable de parler de l'axe du mal comme si c'était une réalité avérée. Ce qui est étonnant, c'est que c'est Obama qui a le plus employé les frappes de drones, et Obama à qui on prête une forme de culture humaniste, de découvrir que c'est sous sa présidence à lui que les frappes sont devenues très massives, et même qu'il la revendique comme une meilleure stratégie militaire, si j'ai bien compris, que Guantanamo. Il vaut mieux tuer que capturer et ne pas savoir quoi faire de tout ça. Oui, on peut dire qu'il a remplacé en partie la détention arbitraire, avec tous les problèmes juridiques que ça posait, par une politique de l'exécution extrajudiciaire. Oui, c'est-à-dire du meurtre, quoi.
du meurtre sans procès. Enfin, parce que c'est quand même, là encore, on tombe sur la question de l'illégalité totale. Ce que vous appelez l'exécution extrajudiciaire. En plus, il faudrait rappeler sur base de procès d'intention. C'est juste une suspicion qu'il pourrait y avoir un comportement, hein, mais rien de prouvé sur le fait que c'est un terroriste. On est là dans les catégories de l'illégalité la plus extrême. Et c'est Obama qui maintient cette politique et qui apparemment l'assume. C'est en contradiction tellement complète avec le personnage. Avec l'image publique, mais oui. bon, vous avez vu le scandale de la NSA cette semaine. Oui. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? C'est Obama. Ouais. Ouais. Donc en fait, il apparaît que c'est un être duplice et plein de... Ouais, après, la psychologie des hommes politiques, c'est une question encore plus complexe. Mais pour revenir sur ce que j'étais en train de développer, donc c'était pas simplement un slogan de cow-boy texan, la chasse à l'homme. On a mis en place une doctrine militaire et sécuritaire avec des experts. Enfin, je cite dans le livre une petite annonce. Oui, le contracteur militaire qui cherche un chasseur qui cherche un analyste chasseur d'hommes pour former des... Oui, et avec le plus grand sérieux, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ces mecs-là ne se rendent plus du tout compte de l'obscénité de leur discours et de leur démarche. Ah non, de manière générale, quand on lit ces trucs-là, c'est une impression de délire d'État qui a atteint un point de non-retour complètement hallucinant. Mais très froid, très dans le calcul froid. Ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, c'est du délire de parler comme ça, d'organiser la chasse préventive, chasse à l'homme préventive, effectivement, recruter un analyste pour être chasseur d'hommes et tout ça. Mais tout ça n'est pas dans la rage de « putain, on va tous les niquer, ils sont fous et tout ». C'est vraiment, c'est très froid, c'est comment appeler ça, ce délire tranquille et calme et d'ordinateur, enfin c'est des machines. Et les textes notamment des philosophes qui couvrent ces politiques-là ont le même style. Ouais. Mais en fait, j'en ai lu des pages et des pages pour écrire ce livre. Et c'était. Ah ça, il faut signaler à nos spectateurs que effectivement il y a une bibliographie extrêmement copieuse. C'est un texte qui est très documenté. Tout à l'heure, j'ai présenté ça comme une polyphonie. Il y a une dimension esthétique très forte. Mais enfin, c'est aussi une thèse. Hein. Moi, ça m'a paru avoir l'ampleur et la rigueur académique d'une thèse avec des notes de bas de page partout. Il faut dire à la Fabrique que c'est très inconfortable de mettre les notes de bas de page en fin de texte. C'est infernal d'avoir à circuler entre l'avant et l'arrière du texte et que je réclame, je proteste, je veux des notes de bas de page en bas de la page. Je l'aurais déjà dit, mais je le redis, j'insiste. Donc oui, vous avez lu, ça c'est certain, cette prose froide, incroyablement cynique. Et en vous écoutant là, je me demande si c'est pas une espèce de réaction du coup, presque compensatoire, d'avoir proposé un texte qui ne se contente pas de philosopher. Votre texte est étonnant d'éclectisme formel. Hein. Il y a des images, des photos, il y a des récits de rêves tout à coup. Vers la page 200, on est en plein dans un exposé hyper théorique, avec confrontation des citations analytiques sur comment concevoir le drone, le droit, etc. Et tout à coup, paf, vous balancez le récit de rêve d'un enfant qui a été mutilé par une frappe de drone. Vous pouvez commenter cette stratégie d'écriture? Mais c'est une stratégie, mais c'est plus qu'instrumental. Il y a un moment, dans l'écriture, j'en pouvais plus, quoi. Ouais. J'en pouvais plus parce que je fais un travail de réfutation terme à terme. Et je pense que, comme ils sont implacables, il faut être logiquement implacable avec eux aussi. Et une des armes discursives que la philosophie peut fournir, c'est précisément ce travail de réfutation, parce que je connais, je fais partie de la profession, donc je connais leurs trucs. Hein, et je suis capable de me battre sur leur terrain et de montrer là où il y a un problème, là où il y a un paralogisme, etc. Il faut le faire. Et en même temps, le danger, c'est soi-même se mettre dans l'écriture à endosser le même style. Hein. J'ai un concept de nécroéthique. Je pense que ce qui est en train de se mettre en place, c'est une nécroéthique, c'est-à-dire un discours moral qui ne concerne plus, comme ça a été le cas dans les définitions classiques pendant des millénaires en philosophie, la question du bien vivre, voire du bien mourir, mais la question du bien tuer, où on va examiner avec le plus grand sérieux et la plus grande froideur les instruments les plus humanitaires, justement, de donner la mort. Bon, et le problème, c'est que la nécroéthique, c'est pas simplement des thèses et des concepts, c'est aussi une manière d'écrire et une manière de penser qui, moi, me révulse. Et au bout d'un moment, je n'en pouvais plus. Et je pense qu'il était important, et j'avais peur d'entraîner le lecteur malgré moi
sur ce terrain et la froideur du calcul intellectuel, d'une rationalité qu'aurait oublié d'être enfermé là-dedans, corps. sachant que l'effet principal de ce discours, c'est aussi pour ça qu'il est dangereux, c'est qu'il déréalise son objet, c'est-à-dire la violence dont il parle. Et oui, je donne ce témoignage qui permet de remettre les choses à leur place. Bah, c'est tout simple, on parle de victimes collatérales, de dommages collatéraux. Mais c'est ignoble, quoi. Comme, enfin, qu'est-ce que... Oui, mais là, vous laissez sortir cette indignation-là. Là, je vous entends dans cette indignation, alors que ce qui est très frappant dans votre livre, c'est que vous tenez une ligne assez ambivalente, justement, où vous tenez à la fois la froideur du raisonnement analytique, démonter les paralogismes de l'argumentation adverse, vous glissez des images, des récits de rêves, etc. Mais cette parole d'indignation, de dire en gros c'est dégueulasse ce qu'ils sont en train de faire, qui serait plus une parole pamphlétaire, c'est pas celle que vous proposez. C'est-à-dire que vous restez quand même globalement dans une forme académique, avec 3 milliards de notes de bas de page, avec quand même le sérieux apparent de la forme. En gros, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'ambivalence. Vous avez hésité entre le pamphlet et l'essai. Non, c'est un choix conscient et Ouais. Je pense qu'il est plus efficace de laisser le lecteur tirer ses conclusions. Oui, mais vous visez quel lecteur avec ça, qui, à votre avis, qui lit ce texte-là? Ça, c'est la question à 1000 euros. Bah ouais, on ne sait bien. jamais qui lit un texte. Je vous la pose et j'ai même pas 1000 euros à vous filer, mais c'est une vraie question parce que il y a là évidemment une question très grave qui concerne le citoyen en chacun de nous. Ça devrait donner lieu à un pamphlet de 50 pages qui circule et dont chacun peut s'emparer, quel que soit son degré de formation académique. Or là, vous proposez un texte à haute valeur ajoutée au niveau de ça. C'est un texte qui est savant dans ses références et en même temps qui est ludique. C'est pour ça que je pense que vous jouez sur tous les tableaux. Vous touchez à la fois un public très cultivé, et aussi ça va taper, ça va chercher du côté d'un public moins préparé. Pour vous répondre, moi j'essaie de toucher le lectorat le plus large possible. C'est-à-dire que en philosophie, il peut y avoir une tendance à l'intimidation du lecteur. Ouais. C'est très facile d'utiliser des concepts qui ont complexes, mais la complexité n'est pas un mal, il en faut, mais de pas les déplier, de procéder par scénographie où on donne ces concepts comme ça et on donne aucune chance à un lecteur qui aurait pas fait des études supérieures, par exemple, d'accéder à ce qu'on veut dire. Et du coup, il faut appeler les choses par leur nom, mais c'est de la violence symbolique. Ou une incapacité à expliquer ce qu'on veut dire, ou alors le fait qu'on s'adresse à ses chers collègues. Bon, alors moi ça m'inquiète un petit peu ce que vous me dites, parce que j'ai l'impression que j'ai vraiment essayé de déplier au maximum, à la fois de faire un vrai travail philosophique, mais de le rendre le plus accessible possible, d'éviter tout effet d'intimidation, précisément en mettant des récits, en variant la qualité de texte Et même en mettant au début de votre texte ce que vous appelez ce prélude. On s'y est pas attardé tout à l'heure, donc le fragment qu'on a lu tous les deux en début d'émission, vous l'avez appelé prélude. Et l'air de rien, un prélude n'est pas un prologue. Hein, on appelle traditionnellement en littérature plutôt un prologue, les énoncés qui précèdent l'entrée dans le vif du sujet. Dans prélude, il y a de la musique et il y a du jeu. Et des fois, on a presque l'impression que vous jouez aussi. Enfin, vous avez mis en scène une proposition textuelle dans laquelle il y a une part de jeu. Quand vous mettez sur une page la photo de Marilyn à gauche, parce que Marilyn a été photographiée, Marilyn Monroe a été photographiée manipulant je ne sais quelle pièce détachée destinée à la fabrication d'un pré-drone en quelque sorte. Donc page de gauche, il y a une photo de Marilyn. Alors là, évidemment, il suffit que j'en parle pour que je la retrouve pas. Page de droite, une citation de Hegel qui dit on l'attendait, elle est arrivée, ou un truc comme ça, et on croirait que c'est de Marilyn que Hegel parle. il parle de la poudre, évidemment. Alors, sauf que voilà, comme on a Marilyn à gauche et cette citation à droite, on a l'impression que Hegel est en train de parler. Merci beaucoup. Voilà, donc François, voilà, donc on a Marilyn. Voilà, Marilyn en train de... Ça, c'est un spoiler, parce que normalement, on le découvre après que c'est Marilyn, hein, mais... Ah bah, enfin, on le découvre, mais on le découvre juste là. Hein. Ouais. Vous le dites dans le texte qui arrive juste après. Mais voilà, là justement, avec cette double page, on sent bien qu'il y a une mise en scène dans votre texte. C'est pas juste un essai de philosophe qui s'adresse aux philosophes. Attention messieurs, on va réfléchir tous ensemble. Vous emmenez votre lecteur dans un jeu de pistes quelque part. Et on s'amuse, on se demande où est-ce que vous nous emmenez petit à petit. Donc Marilyn, page de gauche, à droite, l'humanité eut besoin d'elle et aussitôt elle fut là, signé Hegel. Et comme vous venez de voir Marilyn, vous dites ah bon Hegel, ah bon
il parlait de Marilyn et tout, et en plus vous ne livrez pas la clé. On ne sait pas que Hegel parle de la poudre. Et donc on chemine avec vous dans une position presque ludique, alors qu'on parle de choses très graves. Au point que des fois on se dit, mais en fait, il nous met dans la position de joueurs. Nous aussi on joue avec des trucs très graves, comme les opérateurs du début, qui sont là devant leur écran vidéo et qui jouent avec des trucs très graves. Alors toute cette question pourrait se résumer à ça. Pourquoi ça s'appelle prélude, votre début, c'est-à-dire avant de jouer? Ouais, il y a des jeux sérieux, des jeux qui n'en sont pas. Il y a toute une série de procédés aussi de mise à distance, mais qui, encore une fois, pour moi, étaient essentiels pour arriver à construire un livre à partir de ça. Et pendant toute l'écriture, j'ai eu une inquiétude, même une angoisse de ne pas y arriver. Mais de ne pas y arriver parce que les matériaux étaient d'une telle connerie, d'une telle sécheresse et d'une telle violence que je ne savais pas comment arriver à en faire un vrai livre de philosophie et quelque chose qui ne soit pas totalement insupportable du début à la fin. Voilà. Ouais. Et donc les choix des visuels, quand vous avez inséré donc l'écusson qu'on voit sur le Predator, ces choix de visuels sont là précisément pour vous éloigner du risque d'un texte non, parce qu'il y a aussi froid. Non, il y a autre chose. Il y a un rapport du texte à l'image qui est important pour moi. Je ferai deux réponses. La première, c'est et ça vient de Foucault, en fait. Il donnait comme conseil pour traiter un sujet de tout lire. Et tout lire, ça voulait dire lire à la fois Hegel, mais dans son cas, des archives de petites vies minuscules. Voilà. Et c'est un principe de non-respect des hiérarchies discursives, en fait. On peut mêler ce qui est considéré comme noble dans l'histoire de la tradition, et par exemple là, des analyses de blogs de pilotes de l'Air Force. Et des forums de discussion où ils s'engueulent entre eux. C'est marrant de voir les soldats s'accuser les uns les autres, en gros, de manquer de couilles, si je puis dire. Parce qu'en gros, être pilote de drone, on n'a pas de couilles puisqu'on ne met pas sa vie en danger. Donc ça, c'est un souci et philosophique et littéraire, voilà, pour employer un gros mot, de mélanger, de mêler en permanence les niveaux de discours et de ne pas respecter la division entre ce qui est censé être noble et ce qui est censé être vulgaire. Mais vous ne risquez pas votre éviction du champ philosophique en prenant un engagement aussi clair, hein, c'est un propos polémique, en proposant une forme qui est au fond une forme musicale et visuelle et ludique. Est-ce que vous ne risquez pas, dans la communauté savante, académique, de vous voir considéré comme un artiste ? Ouais, franchement, je pense. Ce serait un défaut du point de vue des philosophes. Franchement, je pense pas et je m'en fiche largement. D'accord, c'est pas grave. Après, le deuxième truc, c'est le rapport à l'image. Il y a différents types d'images dans ce livre. Il y a des images documents, des images un peu ornementales, mais il y a deux autres usages qui m'intéressent beaucoup. C'est l'usage du schéma. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des concepts qui peuvent être montrés par des schémas, et j'en donne un à la page 36 qui est extrêmement important. Qui est, Ah oui, comment on a inventé, au fond, des systèmes... Qu'est-ce qui arrive à votre livre? Pardon, donnez-moi le vôtre. Moi, il y a eu un petit accident de verre renversé sur le mien. Alors, le schéma, c'est ça que vous vouliez montrer, hein? Ouais, c'est ça. Voilà. Je vous en prie, allez-y sur le commentaire de ce schéma. Là, finalement, c'est la préhistoire ou la généalogie du drone. C'est un bathyscaphe qui est théorisé dans les années 60 par un ingénieur qui s'appelle Clark. Mais ce qui m'intéresse là-dedans, vous voyez, c'est on schématise un espace. Il y a deux espaces, je ne sais pas si on le voit à l'écran, mais si, c'est bien rendu. La safe area et la hostile area, c'est-à-dire une division binaire entre la zone sûre, la zone safe et la zone l'environnement hostile. L'environnement hostile. Ouais. Et vous voyez la machine. C'était pour travailler dans les fonds marins ou les mines, c'est ça? Oui, c'est les ça. trucs. Et cet ingénieur-là, il invente un néologisme, il appelle ça le télékir, comme la main à distance. Ouais. Et c'est cette idée qu'on pouvait remplacer les travailleurs humains par des machines qui prendraient les risques à leur place. Et c'est vrai qu'au départ, c'est progressiste, cette idée-là d'envoyer plutôt des machines que des hommes faire le sale travail à la mine ou au fond des océans. Enfin, c'est au départ un beau projet d'épargner les vies. Il y a une utopie de la télécommande. Il y a une utopie de la télécommande et un détournement militaire de ce type de technologie. Mais ce qui m'intéresse là, c'est qu'on a vraiment l'image d'un espace. Et je pense que cette topographie-là, cette manière d'organiser et de penser l'espace, elle est reprise aujourd'hui par les gouvernements qui s'équipent en drones. Avec cette idée, mais qui est aussi une utopie, qu'on pourrait sécuriser ou sanctuariser l'espace domestique et envoyer au dehors, sans jamais sortir, sans jamais envoyer de troupes, des pseudopodes mécaniques pour aller tuer les ennemis. Mais vous voyez, c'est-à-dire que le drone et le mur,
vont ensemble, marchent ensemble. Le drone et le mur, oui, le mur, d'accord, la muraille. La muraille Ouais. derrière laquelle on s'entoure. Ouais. Et c'est une utopie parce qu'il n'y a pas de mur suffisamment haut ou suffisamment hermétique pour empêcher des menaces d'entrée. Et surtout, il y a aussi des menaces internes, intérieures. C'est-à-dire que l'utopie qu'on nous vend, avec le drone, vous serez protégé toujours, c'est fallacieux. C'est une utopie intenable. Mais sachant qu'en plus, on a cette protection donc, des vies nationales, appelons-les comme ça, puisqu'il y a un nous et il y a un eux dans la guerre du drone. Donc le drone est censé protéger les vies nationales. On n'envoie plus des soldats américains, en l'occurrence, se faire tuer à l'extérieur. Vous montrez aussi dans le bouquin comment cette hyper-préservation des vies nationales se fait en fait au détriment de la qualité des vies nationales. C'est-à-dire que quelque part, on affaiblit le corps social d'un État quand ce n'est plus de la chair à canon, il n'a plus de, comment appeler ça, cette force, cette position de force pour négocier des droits sociaux. Vous montrez qu'il y a un rapport historique entre l'obtention des droits sociaux et le fait d'avoir été chair à canon. En gros, je t'ai servi, toi le souverain, toi l'État, j'ai mis en danger ma vie pour protéger l'État, et donc en échange, tu me dois des droits de la protection. Et vous montrez comment, au fond, je ne me trompe pas, c'est bien ça, il y a une mise en péril, en fait, des droits sociaux. Ouais, disons que... historiquement, il y a... alors je développe, je refais une histoire de la philosophie politique et de la souveraineté. Je ne peux pas tout développer là, ici, mais pour dire les choses de manière abrégée et simple, il y a une dépendance corporelle de l'État envers ses sujets pour faire la guerre. L'État a besoin des corps de ses citoyens pour faire la guerre. Tant qu'on fait de la guerre avec des corps, on a besoin que ces corps soient dans un état de santé suffisant pour pouvoir aller au front, etc. etc. Et dans ce schéma-là, qui est le schéma historique de la souveraineté guerrière, au sein de cette contradiction, c'est-à-dire à la fois on mobilise des corps et on en est dépendant, on a un pouvoir sur eux mais on est dépendant matériellement de ces corps-là, s'était mis en place à partir du XVIIIe siècle des discours critiques qui avaient élaboré une posture, un site depuis lequel on pouvait critiquer le pouvoir de décision de faire la guerre. Et la formulation la plus célèbre et la plus rigoureuse de cette position-là, c'est Kant qui la donne. Il dit la chose suivante, et c'est une position très optimiste, bien sûr. Il dit, un autocrate, ce qu'il n'appelle pas un dictateur, mais quand il décide la guerre, il la décide à la légère. Il dit comme une partie de chasse. La guerre-chasse, c'est pas simplement un rapport à l'ennemi, mais c'est aussi un rapport interne, politique interne. Comme une partie de chasse, parce que ce souverain-là, il ne va pas en payer le prix lui-même. Il ne sera jamais en danger à la guerre. Bon. Et là, il y a un danger politique. Quelle est la solution? C'est de dire, il faut, impératif, conscient, que ce soit les citoyens qui, par vote républicain, donnent leur accord, leur consentement à la guerre, qui décident eux-mêmes de la guerre ou de la paix. Pourquoi? Parce que ce seront eux qui vont en subir le risque, les risques vitaux, les coûts fiscaux, etc. etc. Alors, cette théorie-là, elle a été relue et reprise aux États-Unis dans les années 90 par des chercheurs en sciences politiques qui ont appelé ça la théorie du pacifisme démocratique. Théorie très optimiste qui disait... Mais en fait, ils ont redécouvert Kant parce qu'ils y lisaient une description plausible de la situation politique aux États-Unis à ce moment-là, c'est-à-dire où il y avait ce phénomène d'aversion pour les pertes, réelles ou supposées. Perte zéro, c'était la guerre au Kosovo. Bon. Pacifisme démocratique, leur idée c'était, dans des sociétés de démocratie libérale, les citoyens sont très réticents à se lancer, c'est-à-dire à risquer leur vie dans des petites guerres, ce qu'on appelle des small wars, dans lesquels ils ne voient pas vraiment les enjeux. Par ricochet, les dirigeants démocratiques qui sont tenus par le capital électoral sont eux-mêmes réticents à se lancer dans ces opérations. Et d'une certaine manière, le problème, c'était que la puissance militaire énorme des États-Unis se trouvait inemployée ou inemployable, difficilement employable, bref, ligotée par la démocratie. C'était ça leur idée. Oui, c'est embêtant. La démocratie, ça fait faire moins la guerre. C'est embêtant, oui. C'est très embêtant. Mais, et le drone est en partie, et évidemment le phénomène est beaucoup plus complexe, mais fait partie des réponses stratégiques données à ce type de problème-là. Et une des surprises dans l'enquête pour écrire ce livre, ça a été de voir que les projets de drones armés, ils sont formulés à plusieurs reprises dans l'histoire du XXe siècle, mais aussi au moment de la guerre du Vietnam,
par des stratèges, quand on lit les textes, qui disent c'est la solution. Enfin, oui. Là, les élites politiques américaines ont vu quelles pouvaient être les conséquences d'une guerre impérialiste impopulaire qui mettait en ébullition et en synergie l'ensemble des mouvements sociaux, qui produisait une crise politique inouïe. Pourquoi ? Il y avait plusieurs fronts et plusieurs positions pour refuser la guerre, mais une d'entre elles, c'était « on n'ira pas mourir pour ça ». Alors, on a l'impression du coup que le drone est une formidable machine à tuer la critique de la guerre. Ça tue pas seulement le présumé terroriste. Au fond, ce que ça prétend tuer, c'est la critique de la guerre. Toutes les instances critiques sont en quelque sorte bâillonnées par le drone qui leur répond « mais vous avez rien à dire puisque de toute façon, vous risquez pas vos vies ». Donc, il n'y a plus les épouses endeuillées, les mères qui ont perdu leur fils à la guerre pour protester, pour produire un discours critique sur la guerre. Il y a une espèce d'éradication du discours critique et liée aussi à la disparition de nos écrans radars. Là, cette guerre-là ne se voit pas. En tout cas, je ne crois pas que ça rende tout discours critique impossible. Mais ça désactive la position dont je vous parle à partir de Kant et que j'appelle la position de la citoyenneté des vivants ou de la citoyenneté des vies exposables. Celle-là, tendanciellement, elle se trouve désactivée. C'est-à-dire dire on refuse cette guerre parce qu'on va y mourir, ça, si les drones se généralisaient, mais si, par exemple, ce qui est en partie le cas aussi, l'externalisation des coûts de la guerre sur des mercenaires ou des contracteurs privés se généralise, c'est ce type de position critique qui se trouve désactivée. Mais il y en a d'autres, et y compris dans le mouvement contre la guerre du Vietnam, pour prendre cet exemple-là, il y avait d'autres positions critiques. Vous aviez les mouvements radicaux noirs américains qui prenaient un autre point de vue, qui disaient cette violence-là, on la connaît. C'est une violence raciste. C'est une violence raciste, c'est une guerre des hommes blancs contre les hommes de couleur, et qui, eux, faisait le lien entre la violence externe et la violence interne et qui adoptait une autre position, enfin, qui était de fait dans une autre position, c'est-à-dire pas dans la position de celui qui est l'agent de la violence et qui s'en désolidarise, qui dit c'est pas nous, on va pas faire ça, mais d'emblée, de par leur position sociale et raciale, d'être dans la position d'en être les cibles. Or, je mets en garde là-dessus, l'étape suivante, après le drone militaire, et ça commence déjà à être le cas, enfin, c'est le drone policier. Oui, vous postulez qu'il y aura, à terme, l'État futuriste, c'est en territoire national, il y a partout une police incarnée par des drones. Mais je ne pense pas que le futur soit écrit. Et je pense que c'est maintenant que les choses se jouent. Il y a des menaces très sérieuses. Il y a déjà des drones qui ont été expérimentés à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Ouais. Comme toujours, ça commence par l'étranger. Hein, et comme toujours, ça revient au centre. En 2015, l'espace aérien américain sera ouvert aux drones civils, dont les drones policiers. Je cite des projets de drones équipés de tasers ou de balles en caoutchouc. Il y a urgence à prendre acte de la gravité de la menace qui pèse, y compris sur les populations civiles des pays du Nord. Alors, je vous entendant parler des politiques des États par rapport aux drones, je dois vous faire l'aveu qu'une rumeur circule sur votre sujet selon laquelle vous auriez été contacté par l'Élysée pour être conseiller drone suite à la publication de cet ouvrage. J'ai reçu un mail de l'Élysée, m'invitant à venir discuter. Mais je n'ai pas répondu. Non. Vous n'avez pas répondu. Vous n'avez pas envie de faire le conseiller stratégique de l'Élysée. En même temps, est-ce que ce ne serait pas le meilleur moyen d'éviter des politiques délirantes comme toutes celles que vous avez étudiées aux États-Unis, au fond, de consentir à travailler avec le pouvoir contre ces tendances les plus délirantes? Pour les intellectuels, il y a plusieurs positions possibles. Celle que vous évoquez, c'est celle de conseiller du prince. Bon, moi, ce n'est pas ma position. Et je ne crois pas au pouvoir des individus dans un rapport de connivence et de compromission pour changer les choses. Je pense au contraire qu'au moment où le ministre de la Défense français annonce son intention de s'équiper en drone chasseur-tueur, seul un débat public, qui pour l'instant n'a pas eu lieu, parce qu'on a beaucoup débattu des positions respectives de EADS et de Dassault, c'est-à-dire de politique industrielle, mais pas de choix politique. Au moment où ça se produit, c'est seulement des mobilisations citoyennes
qui peuvent imposer un débat et freiner cette politique. Vous militez vraiment en faveur de cette mobilisation citoyenne dont votre livre est censé être un des outils, finalement. Un des outils parmi d'autres. J'espère que ça peut jouer ce rôle-là. Ouais. Juste une précision, donc le mail émanant de l'Élysée est signé qui? Ça émane Qui signe ce mail qui vous arrive de l'Élysée? Ouais, je ne veux pas rentrer dans les détails. Ouais. Ça ne peut pas être dit. Dernière question. Votre première publication, enfin peut-être il y en a eu d'autres avant, mais en tout cas là, vous persistez quand même dans une tendance lourde. Les chasses à l'homme, puis théorie du drone. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune philosophe qui n'est pas concerné par la guerre directement se met à se spécialiser aussi massivement sur la question de la philosophie de la guerre, qui est quand même une question qui rend fou. C'est se confronter au pire de l'humain quand même. Rendre fou, j'espère pas, mais vous avez raison, c'est deux livres qui vont ensemble dans un même projet. En fait, ça vient d'une lecture de Michel Foucault dans le cours Sécurité, territoire, population. Il met en place une analyse de ce qu'il appelle le pouvoir pastoral, et il se réfère au texte biblique. Il fait une généalogie. Alors, le pouvoir pastoral, qu'est-ce que ça veut dire? C'est cette idée que le pouvoir d'un gouvernement est pensé à l'image, de manière analogique, du rapport entre le berger et son troupeau. C'est un rapport de bienveillance, de soin, un rapport individualisé. Bon. Et à partir de là, il fait toute une généalogie de ce thème-là, qui est un vrai continent de la pensée politique occidentale. Et de manière ironique, Foucault dit, à partir de là, on peut dire que une grande partie de la philosophie politique pourrait être relue, de son histoire, pourrait être relue comme une affaire de bergerie. Vous êtes vraiment à l'extrême opposé. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce texte-là, il pose une question, c'est dans le texte de la Bible, qui sont les mauvais rois? Et par ailleurs, c'est une analyse géniale que fait Foucault, donc ça ne s'oppose pas. Qui sont les mauvais rois? Et il dit, bon, si on prend le texte, on voit que ce sont des bergers ou des pasteurs défaillants. Ceux qui s'occupent mal de leurs brebis, ceux qui n'arrivent pas bien à les soigner, ceux qui les perdent. Bon, quand on relit le texte, quand on lit notamment le texte de la Genèse où apparaît la figure d'Abraham, ce qui est très intéressant, c'est que immédiatement avant Abraham le berger, il y a une autre figure qui est Nemrod. Nemrod, et le texte dit Nemrod, le premier roi qui ait connu la terre. Donc c'est pas une paille, c'est la première figure de la souveraineté terrestre, de la royauté dans le texte de la Bible, c'est Nemrod. Et on ajoute Nemrod était fort chasseur devant l'Éternel. Alors, fort chasseur, ça veut dire quoi? Bon, il chasse des bêtes. Mais la tradition, les commentaires s'accordent pour dire que ce texte signifie en réalité que Nemrod était un chasseur d'hommes. C'est-à-dire que... un prédateur. Non, il s'oppose au commandement divin qui était de se disperser et d'aller peupler la terre. Et il capture les tribus des patriarches. Donc la figure du premier roi, c'est la figure du roi chasseur d'hommes, celui qui capture son peuple. Bon, alors mon hypothèse, et là vous avez le fil conducteur entre ces deux livres et cette séquence dans mon travail, c'est de dire que finalement, comme pièce qui fait face au pouvoir pastoral, au pastoralisme, il y en a un autre, c'est le pouvoir chasseur, le pouvoir synégétique, c'est l'adjectif qui correspond à la chasse, et que si Foucault a raison de dire que le pouvoir en Occident a largement été considéré comme une affaire de bergerie, on peut ajouter qu'il a été aussi, en grande partie, à la fois pensé et pratiqué comme une affaire de chasse et de chasse à l'homme. D'accord. Eh bien, on va s'en tenir à cette conception du pouvoir, relativement flippante, mais je pense que c'est la meilleure invitation qui soit à prendre conscience, se mobiliser en commençant par lire Théorie du drone, dont j'ai dit que c'était un ouvrage en partie savant dans la mesure où il est construit de manière académique, avec beaucoup de notes de bas de page et tout, mais dont j'ai dit aussi la dimension polyphonique et très concrète, où on entend des journalistes, des civils, des philosophes, enfin toutes ces paroles se mêlent dans une espèce de grand concert un peu angoissant, parce que ça parle de choses très dures. Mais je pense que c'est un texte en effet abordable par tous. Donc je vous conseille très vivement de faire l'expérience de cette lecture. Je vous remercie Grégoire Chamaillou. Merci pour cet entretien passionnant. Je vous souhaite de bonnes lectures jusqu'à notre prochain rendez-vous qui aura forcément lieu à un moment ou à un autre. Salut à tous.